Allez, séance de nuit à l'Université d'automne du Pardem. Ce soir, nous accueillons Ederne de Barros, qui est historien du droit, qui a surtout un sujet de prédilection, c'est le XVIIIe siècle, et en particulier la question de la République. Il a publié... alors aujourd'hui, ce soir, il intervient sur Jean-Luc Mélenchon et la souveraineté. Il a publié un article sur ce sujet dans la revue des Deux Mondes et il est en cours de préparation d'un autre article qui sera publié dans la revue française des idées politiques. Alors voilà, on accueille ce jeune homme à la tête bien faite qui a envie de participer à de la discussion collective et donc... à vous. À moi. Merci pour l'invitation. Première fois que je viens ici, comme vous savez. Je me suis intéressé à ce sujet, Jean-Luc Mélenchon, parce que au départ, à vrai dire, j'étais plutôt intéressé en 2017 par Mélenchon. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Bon, j'étais assez naïf parce que finalement, sur la question de la souveraineté, justement, c'est un petit peu mou pour être bas, voilà, c'est ça. Et sur la question de l'Union européenne, évidemment, c'est aussi mou, on va dire. Donc j'ai assez vite déchanté et j'ai eu des occasions de pouvoir publier dans certaines revues et donc de creuser un peu le sujet. Et je me suis tapé toute la littérature de Mélenchon, quasiment tout. Il a quand même beaucoup écrit, donc c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a des réflexions assez intéressantes, mine de rien, qui a une grande culture historique aussi. Mais voilà, il y a ce point mort, cette impasse de la souveraineté chez lui. Voilà. J'aimerais bien essayer de revenir un petit peu là-dessus. Bon, alors la souveraineté, je ne vais pas la définir, ce serait un peu ridicule, tout le monde sait ce que c'est. Mais quand même, dire un petit peu dans le sillage de Gilles, insister sur le fait que la souveraineté, c'est quand même l'idée que quand on est souverain, on décide, tout simplement. Hein. Voilà, ça me paraît pas très difficile à comprendre. Il n'y a pas tellement de contenu. Il y a un contenu idéologique derrière le souverainisme, par exemple, d'accord, mais derrière l'idée de souveraineté comme concept, il n'y a pas d'idéologie. C'est simplement la possibilité de décider. Décider quoi ? Après, ça dépend de ce qu'on décide. Voilà. S'autoriser à décider. On s'autorise à décider, exactement. Voilà. Donc, je vais utiliser le concept de souveraineté dans ce sens-là, sans contenu idéologique. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on va décider, c'est s'autoriser à décider. Et examiner aussi si chez Jean-Luc Mélenchon, on s'autorise à décider ou non, ou alors est-ce qu'il est pris dans un carcan quelconque. Voilà. Alors, je vais développer ça, on va dire, en 3 moments. Ça va être d'abord essayer de comprendre... à quel moment Mélenchon parle de souveraineté ? Il en parle, mais quel est le contenu qui est derrière ? Ensuite, dans un deuxième moment, ce sera plutôt essayer de montrer qu'il est fédéraliste européen, donc finalement, son idée de souveraineté, qu'est-ce que c'est ? Pas grand-chose. Hein. Et en fait, dans ce deuxième moment, je vais essayer de montrer que quand il parle de souveraineté en étant fédéraliste, c'est toujours la souveraineté européenne. Mais peut-être que c'est un oxymore, finalement. Voilà. Et dans un dernier moment, ce sera de dire que, en fait, il a aussi un autre usage de la souveraineté qui est individuel. C'est une souveraineté européenne, mais pour lui, c'est aussi l'individu qui est souverain, mais il n'y a jamais d'entre-deux de souveraineté politique. On est toujours à l'échelle européenne ou à l'échelle de l'individu. Voilà. Donc ça va être les trois moments. Et avec beaucoup de citations, parce que moi j'aime bien citer, parce que c'est très parlant en général. Alors là je vais m'appuyer surtout, je ne vais pas mobiliser beaucoup la littérature de Mélenchon, parce qu'il a beaucoup écrit, mais je vais utiliser surtout le programme de l'avenir en commun 2017-2022. Il y a 2 versions qui ont évolué, qui ont changé. Et alors, à quel moment est-ce qu'il utilise le mot souveraineté ? Dans l'avenir en commun de 2017 en particulier, mais aussi 2022. Il l'utilise dans un sens un petit peu politique au tout début de l'avenir en commun. Il écrit
Et c'est lié au choix même du terme insoumission, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que dans insoumission, il y a l'idée de souveraineté. On n'est pas soumis à quelque chose, donc voilà. Il écrit, ça c'est, alors je dis il, mais c'est pas lui, c'est le programme de l'avenir en commun, mais il y a sa patte quand même qui est derrière. Alors je cite, « L'avenir en commun, c'est l'insoumission devant l'ordre actuel du monde. » Alors qu'est-ce que c'est que cet ordre actuel du monde ? Et l'avenir en commun passe son temps à dénoncer justement cet ordre actuel du monde. Et alors j'ai essayé de mettre en avant un peu les qualificatifs de cet ordre, ce système qui est dénoncé dans l'avenir en commun. C'est le libéralisme autoritaire ou le capitalisme financiarisé, donc la mondialisation néolibérale, mais aussi à l'échelle interne, à l'échelle des États, à l'échelle de la France, c'est plusieurs quinquennats de gestion néolibérale. Et ça conduit à maintenir au profit des privilégiés une super concentration de la richesse produite par le travail de tous. Et puis il insiste beaucoup après sur les inégalités produites par ce système néolibéral. 26 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale. La société et l'État se disloquent, minés par les inégalités et l'abandon des populations. Puis il dit que ça produit 10 millions de pauvres. Donc là, c'est plutôt séduisant quand on lit ça, a priori. Et là, il en vient à cette idée de souveraineté. Notre peuple doit vivre, et c'est peut-être la seule fois où il parle comme ça de la souveraineté, et après, ça s'évapore, ça n'apparaît plus. Notre peuple doit vivre libre et pleinement citoyen. Le droit de décider ne doit pas être réservé à une caste de privilégiés. Le peuple et lui seul doit être souverain. Voilà. Alors, quelle est la solution proposée ? Et là, on voit que ça fait pchit, en quelque sorte. Alors, d'abord, il propose, bon ça c'est quand même assez connu, mais il propose une profonde révision constitutionnelle, voire même une révolution, ça dit à demi-mot, et il propose aussi de sortir du carcan de l'état de droit, en tout cas à l'intérieur à l'échelle de la France. Mais il ne propose pas la même chose à l'échelle de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est à l'échelle de la France. Il dénonce beaucoup l'état de droit. Et en particulier le système de la Ve République. Bon, ça, on connaît tous très bien. Et il y a des expressions qui reviennent beaucoup dans l'avenir en commun. C'est abolir la monarchie présidentielle, donc la Ve République. Et donc je cite, abolir la monarchie présidentielle, donner au peuple d'amples pouvoirs d'initiative des lois et de révocation des élus. Et c'est une urgence pour cela. Il propose de convoquer une assemblée constituante, et je cite encore, « À cette occasion, les citoyens écriront eux-mêmes la constitution de la Sixième République. » Et moi, j'avais un peu travaillé sur ces références historiques qu'il mobilisait pour cette révolution citoyenne, comme ils disent, et écrire une nouvelle constitution. Et la référence absolue chez Mélenchon, même chez LFI, c'est le moment 89, parce qu'évidemment, c'est la révolution des États généraux, et avec un ancrage dans la philosophie des Lumières. Mais 89, ça n'a pas conduit à une constitution, c'est 91 qui a conduit à une constitution. Et évidemment, il ne se réfère pas à la constitution de 91, parce que c'est une constitution qui maintient un roi qui est co-législateur, parce qu'il a un droit de veto suspensif. Donc ça les intéresse pas. Mais il mobilise beaucoup la constitution, par contre, des montagnards. Donc leur référence constitutionnelle pour cette révolution citoyenne, c'est la constitution montagnarde. Le projet d'une Sixième République, c'est cette constitution sur le modèle de la convention qui a été produite par la convention montagnarde. Donc je passe sur ce rejet. Donc il y a ce rejet de 91, cette référence à 93-94. Et d'ailleurs, Mélenchon s'identifie beaucoup au personnage de la montagne. C'est assez récurrent. Il écrit dans un texte de Marianne des années 2000, pour décrire ses années de lycée, il écrit « J'étais Saint-Just, j'étais colo d'Herbois ». Et il écrit aussi dans Le choix de l'insoumission « Je suis jacobin ». Donc c'est clair.
Et même pendant sa période trotskiste, il avait pris le pseudonyme de Santerre, qui est un des leaders, enfin un des chefs, disons, du mouvement populaire, en fait, et de la garde nationale. Et souvent, on retrouve une expression qui est tirée de Robespierre, il me semble, qui est assez intéressante. Pendant la Révolution, il y avait le slogan anticapitaliste, moi que je trouve très intéressant, périssent les colonies plutôt qu'un principe. C'est un truc qui nous parle beaucoup aujourd'hui, je trouve. Et il avait transformé ça en périsse l'ordre économique plutôt que les êtres qu'il met en servitude et l'idée que nous avons de la France. Donc référence un peu cachée, mais à cette phrase de la Révolution. Donc là, on se dit, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment une pensée en rupture avec l'ordre capitaliste et l'ordre néolibéral. Mais sa lecture de la Révolution française pour cette révolution citoyenne, elle pêche d'une certaine façon, parce que il ne donne pas la toute-puissance à la volonté nationale. Ça n'est pas une pensée légicentriste, parce qu'il s'en réfère immédiatement, dès le moment révolutionnaire, à la Déclaration des droits de l'homme, et il en fait un usage qui est une norme supra-législative qui entrave la volonté de la nation, justement. Et en fait, sa lecture de la Révolution bascule, non pas dans... Elle n'est pas légicentriste, mais elle bascule dans une espèce de forme d'état de droit. Alors, un état de droit qui serait soumis à des normes non pas néolibérales, mais cette fois des normes sociales et écologiques, mais qui entravent dans tous les cas la souveraineté nationale. Alors j'essaie d'expliquer un petit peu plus ça, parce que c'est important. Il écrit par exemple, alors ça c'est dans L'Avenir en commun toujours, donc c'est le texte programmatique de LFI. Ils écrivent que la société doit être soumise au système de la nature. C'est leur expression. La société soumise au système de la nature. Donc, autrement dit, voilà, la puissance législative est quand même entravée par quelque chose. Alors, il y a certainement des bonnes intentions derrière, mais c'est important de remarquer que le législateur n'est plus tout à fait souverain à ce moment-là. Et donc, ce système de la nature doit trouver une traduction constitutionnelle. Et là, il faut un effort important pour penser de nouveaux droits écologiques. C'est une expression qui est utilisée par Mélenchon dans un texte qui s'appelle « L'ère du peuple », les nouveaux droits écologiques, et la règle verte, on a tous entendu ça. Et la règle verte, en fait, c'est intéressant parce que la règle verte, c'est une reprise des mécanismes néolibéraux, par exemple des études d'impact, ce genre de choses, mais à la sauce écologique, ou écologiste plutôt. Et en fait, il est déjà dans la pensée d'un état de droit éco-socialiste. Voilà, c'est ça peut-être ce qui est important à retenir. Et donc là, on voit que tout son éloge de la Révolution, finalement, il bascule dans quelque chose d'un peu différent, qui n'est plus la culture révolutionnaire, qui est une culture tout à fait compatible avec notre époque. Et donc je vais passer à cette deuxième partie sur l'européisme de Mélenchon et en fait son fédéralisme. Alors, dans L'Avenir en commun, il pense quand même l'idée quelque chose qui peut nous paraître sortir ou marquer une rupture avec l'ordre néolibéral. Il pense à un État stratège, comme ils disent, un État stratège planificateur. Alors pour eux, c'est, donc là je cite le programme, un État organisateur de la mobilisation écologique et sociale dans tous les secteurs de la société. Il doit planifier, car oui, il faut tout changer, nos modes de production, de consommation et d'échange, sous l'égide de la règle verte. Alors, cet État stratège donc, n'est pas souverain, puisqu'il est sous l'égide de la règle verte. Et c'est là qu'il utilise le terme de souveraineté non plus comme une souveraineté politique, mais une souveraineté qui est sectorielle. Une souveraineté alimentaire, une souveraineté industrielle, une souveraineté numérique, etc., etc. Mais le concept de souveraineté politique commence à s'évaporer déjà et à se sectorialiser.
Donc voilà. Et en fait, c'est ça qui est fascinant quand on lit L'Avenir en commun, c'est que ça commence bien, et puis plus on avance, et plus ça nous tombe des mains en réalité. Alors comment va agir cet État stratège ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de l'Union européenne, donc on se demande bien comment il peut agir en réalité. Et là, c'est là qu'il a le petit subterfuge, c'est qu'il continue de parler de souveraineté, mais il va basculer dans une souveraineté européenne. Donc il déplace la question politique de la souveraineté française à la souveraineté européenne. Et alors là, c'est le petit jeu subtil, parce que Baudin, qui avait théorisé la souveraineté, parlait déjà de souveraineté interne et souveraineté externe. Et là, on n'est plus que dans la souveraineté externe, mais à l'échelle européenne. Alors ils écrivent par exemple, « L'indépendance de la France est d'abord une garantie de notre propre liberté en tant que peuple. Mais, alors là, et c'est là qu'on voit le problème, l'indépendance n'est pas le repli sur soi, c'est la maîtrise de nos interdépendances dans le monde. » Donc voilà, on a l'impression que tout de suite, là, la souveraineté politique, on ne comprend plus trop où on est. Et il veut une diplomatie, non pas démondialiste, mais altermondialiste, contre l'hégémonie des États-Unis. Mais en fait, cette diplomatie altermondialiste, on ne sait jamais de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de la diplomatie française ou de la diplomatie européenne? On ne sait plus trop. Et on est un peu perdu à chaque fois. Enfin, moi, quand je lisais ça, j'étais un peu perdu. On ne sait jamais où il est. Et il joue sur l'ambiguïté. On ne sait pas s'il parle de la France ou s'il parle de l'Europe, systématiquement. Donc voilà, cette expression diplomatie altermondialiste, je pense qu'elle est importante à souligner parce que ça reste du mondialisme en fait, hein, mais un autre mondialisme. Et alors, moi j'ai essayé de m'intéresser un peu à quelle était la cohérence de Mélenchon entre ces années Mitterrand et aujourd'hui. Est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'il parle de souveraineté est-ce qu'il a vraiment une politique de rupture ou est-ce qu'il est resté mitterrandien et fédéraliste ? Et en fait, il faut aller regarder ce qu'il dit de Mitterrand aujourd'hui pour comprendre qu'en fait, il est resté toujours fédéraliste et qu'il n'a jamais remis en question le tournant néolibéral des années 83. Et à ce propos-là, il écrit que... Alors il y a tout un récit de Mélenchon du tournant 83 qui est assez fascinant parce que il le présente comme il présente les mitterrandiens comme les vaincus de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils auraient essayé, mais ils auraient fait marche arrière, mais cette marche arrière, ce serait une parenthèse. Alors je vais vous lire les citations parce qu'elles sont quand même intéressantes. Ça c'est dans d'autres textes, hein, c'est pas dans l'Avenir en commun, ce serait une révolution suspendue, mais qui est toujours suspendue. On est encore dans la suspension. Ou une parenthèse qui n'a jamais été refermée. Ça, il le dit dans une conférence en 2021, quand même. Une parenthèse qui n'a jamais été refermée. Et en réalité, son rapport au tournant de 83, pour lui, donc c'est une parenthèse pas refermée. On a construit l'Europe et on continue de la construire en attendant quoi ? De faire une Europe sociale et écologiste. Voilà. Et donc la question de la souveraineté, elle est complètement effacée, c'est plus le sujet. Voilà. Parce qu'on ne fait plus marche arrière dans la construction européenne, on va faire une Europe sociale et écologique. Et c'est intéressant parce qu'il présente le tournant de 83 comme une manière de remobiliser l'esprit révolutionnaire, mais au service de une espèce de cosmopolitisme, des droits de l'homme. On suspend nos réformes sociales, etc., notre politique de rupture, mais l'esprit révolutionnaire continue d'être mobilisé dans l'esprit des Lumières à travers le combat européiste. Et pour lui, peut-être qu'il y croit, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais en tout cas, pour lui, il y a une cohérence, il reste un révolutionnaire tout en étant européiste. C'est assez bizarre.
Et alors, il y a aussi un argument que j'ai rencontré beaucoup dans ce qu'il écrit, c'est qu'il justifie cet européisme par le matérialisme historique. En fait, il dit, grosso modo, il dit, dans le matérialisme historique, Marx enseignait, pour moi c'est faux, mais Marx enseignait que pour aller au socialisme, il fallait passer par la case capitaliste, et donc nous pensions qu'il fallait faire pareil. Pour aller à l'Europe sociale et écologiste, il faut passer par l'Europe néolibérale. Il faut l'accepter, la construire, et ensuite on la réformera et on passera à la phase socialiste et écologiste. Mais je vais vous lire des phrases, parce que ça c'est bien de le dire, mais le voir écrit c'est encore mieux. Alors, il dit, par exemple, à propos de Mitterrand, Mitterrand souhaite justement amener l'Europe vers un cadre plus politique où la France aurait le moyen d'accomplir le projet socialiste, quitte à se soumettre aux disciplines, entre guillemets. Et il écrit aussi, alors ça c'est en 2002 par exemple, le nouvel âge du capitalisme était transnational, celui de la République doit l'être tout autant. Encore une autre phrase en 2002, alors ça c'est la plus claire, moi je trouve, c'est un aveu. Nous pensions que l'histoire connaissait un mouvement déterministe linéaire, fait d'étapes à franchir entre des formes politiques fixes, donc c'est le matérialisme historique, de l'esclavage au féodalisme, de celui-ci au capitalisme, et de là, enfin, le socialisme. Voilà. Donc, il faut passer par la case Europe néolibérale avant d'aller vers l'Europe. Voilà. D'où Maastricht, etc., etc. C'est quand même un aveu intéressant. Alors, un point important aussi, c'est que dans l'avenir en commun, il y a deux versions. Il y a la version 2017 et la version 2022. La version 2017, on trouvait un plan A, un plan B. Le plan A, on connaît, c'était renégocier les traités. Alors déjà, c'est un petit peu fragile parce qu'on se demande quels sont les leviers pour faire ça. Et le plan B, c'était l'Europe, on la change, c'était le slogan, l'Europe, on la change ou on la quitte. Voilà. Donc il y avait une sorte de Frexit qui était en tout cas affirmé. Est-ce qu'il était pensé concrètement ? Ça se discute encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'avenir en commun de 2022, tout ça disparaît. Il continue de parler d'un plan A et d'un plan B pour ne pas se contredire, pour ne pas trop se renier. Mais quand on regarde précisément le contenu du plan A et du plan B, le plan A est resté le même, on va renégocier les traités, mais le plan B, on est passé du Frexit, je crois qu'ils n'utilisent même pas l'expression Frexit, mais je le dis comme ça, mais c'est pour simplifier. On est passé de sortir des traités à désobéir, voilà, à la désobéissance. Et c'est fascinant parce que le chapitrage de 2017, c'était... Je vous lis juste le chapitrage parce qu'il est assez intéressant, je trouve. En 2017, la partie qui parlait de l'Union européenne, c'était un chapitre « L'Union européenne en question », avec une petite explication « Sortir des traités européens ». Et après, il y avait des sous-titres qui détaillaient « Prendre des mesures immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la nation, etc. etc. » Ensuite, il parlait du Brexit, du Royaume-Uni, le fait qu'il fallait le soutenir et ainsi de suite. Et après, il détaillait plan A, proposer une refondation démocratique, sociale et écologique des traités européens par la négociation. Après, encore un autre chapitre, appliquer un plan B en cas d'échec des négociations. Et un dernier chapitre sur défendre et développer les coopérations avec les autres peuples d'Europe, et notamment les BRICS. Et là, quand on regarde la version 2022, c'est l'Europe.
Voilà. Tout simplement. Et avec 2 sous-chapitres, alors qu'avant il y en avait 5 ou 6. Là, c'est 2 chapitres. Utiliser tous les leviers d'action face aux institutions européennes. Et dernier, désobéir chaque fois que c'est nécessaire pour mettre en œuvre notre programme. Donc voilà, on voit à quel point ils ont abandonné leur proposition d'origine. Bon, je vais peut-être pas détailler, je sais pas combien de temps j'ai, mais je vais peut-être pas détailler. Ouais, j'ai du temps, mais peut-être pour la discussion plutôt. Mais bon, voilà, c'est ça l'idée sur l'Europe. Et je suis allé regarder quelques nouveaux députés de LFI qui sont assez parlants parce qu'ils ont recruté, j'ai regardé le profil d'une députée qui s'appelle Claire Lejeune, que vous connaissez peut-être. C'est une très récente, elle a été élue aux dernières élections. Et moi je l'avais rencontrée dans des débats, etc. Et ça c'est très très évocateur de l'évolution des LFI dans le sens européiste, encore plus qu'avant peut-être, c'est que quand on regarde le profil de cette Claire Lejeune, c'était l'ancienne co-secrétaire nationale des jeunes écologistes. Et elle est passée sous l'étiquette LFI. Et quand on lit ces justifications de la construction européenne, c'est assez édifiant. Et je vais vous le lire parce que c'est quand même intéressant. Elle écrivait avant de basculer à LFI, mais le fait qu'elle soit passée à LFI, c'est quand même très significatif. Mais elle écrivait donc elle avait un point de vue assez critique au départ sur LFI, quand LFI parlait de sortir des traités. Elle n'aimait pas ça. Donc après, elle a adhéré, donc ça montre aussi peut-être une évolution plus marquée dans le côté européiste. Elle écrivait à l'époque, alors c'était avant 2022, je ne sais pas exactement la date. Du côté de la France insoumise, elle écrit « Il y a une conception de la souveraineté inscrite dans le cadre de l'État-nation. » Ça se discute, en tout cas, elle croyait ça. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on est naturellement pro-européen. Mais et donc je rappelle, elle est passée du côté LFI. Et elle n'a pas changé d'idée. Il y a une question d'échelle pertinente pour agir sur le climat, question climatique qui justifie d'agir à l'échelle européenne. Nous sommes lucides, sachant bien que si la France bouge, ça ne change presque rien sans effet d'entraînement. Et puis, il y a aussi la question de la non-exclusivité de l'échelle nationale dans le logiciel écolo. Dans le credo « Pensée globale, agir local », il y a une juste valorisation de toutes les échelles d'action, du niveau international au local, que ce soit pour l'action politique ou pour la construction des identités. C'est pour ça que l'élection présidentielle est importante pour nous, notamment parce que beaucoup de leviers d'action se situent au niveau national, mais elle n'est pas, contrairement à la France insoumise par exemple, surinvestie d'une importance quelconque. Tout ça nous amène à un engagement européen assez fort, ce qui n'empêche pas une critique sur le modèle libéral de la construction européenne. Et ça, c'est devenu, à mon sens, vraiment la pensée des LFI et aussi de Mélenchon. Mais de Mélenchon, alors qu'il n'a pas changé d'idée depuis les années 80. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont restés vraiment... Lui, en tout cas, est resté beaucoup dans cette approche. Et voilà, donc c'est cette vision européiste d'Europe Écologie Les Verts imprègne aussi, en réalité, LFI, hein, il me semble. Alors... Et ça se voit quand on lit aussi l'Avenir en commun. Il y a cette idée que l'échelle nationale n'est pas efficace face aux nouveaux enjeux, écologistes en particulier. Et il y a des phrases, par exemple, je vous en lis une qui est assez claire. Dans l'Avenir en commun 2022, je n'ai pas regardé si c'était déjà en 2017, mais je ne sais pas. Les peuples les plus libres de leurs décisions seront les plus unis. Il le faut pour faire face au plus important des défis jamais vécus, la menace d'effondrement de l'écosystème compatible avec la vie humaine. Et ça, c'est une petite phrase qui ensuite amène toute une rhétorique qui va être, dans l'Avenir en commun,
post-nationale et même anti-nation. L'argument de l'effondrement écologique va conduire à une rhétorique anti-nation. Par exemple, alors à chaque fois c'est pas direct, c'est pas franchement anti-national, mais c'est dit sans être dit. Par exemple, en 2022 encore, nous devons choisir notre façon de réagir. Et là, il me semble, peut-être que je surinterprète, mais il y a beaucoup de sous-entendus, tous ensemble ou chacun pour soi. Alors tous ensemble la nation, tous ensemble l'Europe, tous ensemble le monde entier, on ne sait pas très bien. Et chacun pour soi, qu'est-ce que ça veut dire? Individuellement? Ou est-ce que chacun pour soi, c'est chaque nation, les unes repliées sur les autres? Il me semble que c'est plus ça le sens. Pour nous, il est vain de vouloir régler quoi que ce soit dans un illusoire chacun pour soi, ni en comptant sur le marché et sa sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Mais cette dernière phrase, il me semble que c'est un petit peu un aveu, c'est-à-dire le fait de se sentir obligé de se distinguer du marché néolibéral, c'est aussi avouer que nous aussi on est post-national, mais on ne va pas faire du néolibéralisme. Mais on va quand même faire du post-national et de l'européisme. Voilà. Alors, donc je vais finir sur la dernière partie. Donc il y a cette idée que le concept de souveraineté politique s'effiloche plus on lit l'avenir en commun. Il affirme une souveraineté européiste, mais aussi pour s'adresser aux citoyens et lui donner un peu d'espérance politique, il va parler cette fois de souveraineté de l'individu. Et ça, c'est assez intéressant pour comprendre pourquoi LFI soutient tous les mouvements LGBT, etc., parce qu'en fait, c'est une conception de la souveraineté de l'individu. L'individu qui se choisit lui-même entièrement, que ce soit sa race, il s'identifie par sa race, il s'identifie par sa religion, il choisit son sexe, il choisit tout. Il s'autodétermine complètement comme individu, mais c'est une manière aussi d'effacer l'idée que collectivement, il n'y a plus de souveraineté. Maintenant, c'est une souveraineté renfermée dans l'individu. Et ça, LFI va en plein là-dedans. Elle surinvestit l'individu puisqu'elle s'est désengagée du collectif. C'est un peu ça l'idée. Alors, voilà quelques phrases qui me semblent intéressantes. Voilà ce qu'il dit, dans l'avenir en commun. Le libéralisme autoritaire déploie dans toute la société sa culture de la violence, de la médiocrité et de la soumission. Mais, alors on s'attend peut-être à un mais qui va dire « mais collectivement il faut sortir de ça », mais non, c'est pas ça. Mais la liberté de choisir sa vie est une aspiration ancrée dans chaque être humain. On voit qu'on n'est plus dans le même registre. Ou une autre phrase, la liberté pour chacun d'être maître de soi et de sa vie, libéré des discriminations sociales et culturelles qui emprisonnent les personnes. Alors ça doit être la liberté est pour... Voilà. Mais c'est intéressant de voir que la conception de la liberté, c'est pas une liberté politique, c'est une liberté de s'émanciper de toutes les entraves sociales presque, de la nation. C'est la nation en fait qui opprime l'individu presque, en quelque sorte. Autre phrase très claire aussi dans l'avenir en commun, et alors là c'est le manifeste LGBT on va dire, la maîtrise souveraine de sa propre personne, jusque dans le droit à mourir dans la dignité, l'égalité en droit, le libre choix sur les engagements fondamentaux de son existence, et la lutte implacable contre toutes les discriminations racistes, sexistes ou homophobes. C'est le combat de LFI, c'est ça qui est dit. Et il parle aussi d'un combat pour s'émanciper de toute mainmise sur notre vie personnelle. Il faut être unique maître de soi. Mais si collectivement on ne l'est pas, on se demande bien... mais bon. Alors,
en fait, ça, c'est pas tellement nouveau chez Mélenchon. On a l'impression que c'est peut-être une façon de céder aux idéologies contemporaines et voilà, et qu'il s'est converti à ce combat nouveau dans les années récentes, mais en réalité c'est déjà ancré dans le tournant néolibéral des années 83. Parce que le fait de basculer dans l'européisme, ça suppose d'abandonner la souveraineté de la nation, de lui substituer un combat qui est celui de l'individu qui n'est plus considéré collectivement. La liberté n'est plus collective, elle devient individuelle. Et le nouveau combat de substitution révolutionnaire, c'est le combat pour l'autodétermination de l'individu qui s'émancipe de tout ce qui l'entrave, et en particulier la nation. Et ça, c'est déjà dans les années 83. Mélenchon n'a pas attendu récemment toutes ces idéologies qu'on appelle woke, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est pas un converti au wokisme, il l'est déjà dans les années 83, il y a déjà des choses dans les années 83 de ce combat très individualiste en fait, voilà. Mais qui est la conséquence logique de l'abandon de la souveraineté, voilà. À mon sens. Hein. Et voilà, donc moi je trouvais intéressant, alors ça suppose aussi un changement de stratégie électorale. On ne s'adresse plus à la France qui, précisément, défend encore l'idée de nation. On s'adresse maintenant à un nouvel électorat, qui est l'électorat de la stratégie du rapport Terra Nova de 2011, c'est-à-dire tous ces individus qui, justement, ne sont plus... c'est pas rattaché à la nation, mais s'identifient comme autres, voilà. Les étrangers, les banlieues, etc., etc., etc. Voilà, donc je voulais en fait décliner cette souveraineté en montrant que, pour conclure, en montrant que il en parle quand même de la souveraineté. Et le terme apparaît peut-être 15 fois dans l'Avenir en commun. Il apparaît une première fois dans un sens politique pour vendre du rêve en quelque sorte, et puis tout de suite après ça bascule dans autre chose, une souveraineté européenne et une souveraineté individuelle, et en fait il n'y a plus de souveraineté collective au milieu de tout ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Merci. Bravo.